J'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais ça vaut toujours le coup d'enfoncer un peu plus le clou. La crise climatique est là. Les rapports du GIEC prédisent des augmentations de température de 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle d'ici à 2040, et en Europe, on observe actuellement une canicule sans précédent. Pour le futur, après 2040, les scientifiques ont imaginé des scénarios d'évolution de la société, avec pour les plus optimistes des températures restant à 1,5 degré d'ici à la fin du XXIe siècle, mais pour les plus pessimistes prédisant des augmentations jusqu'à 4 degrés. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. On risque d'avoir énormément de mal à rester à une augmentation de température à 1,5 degré, donc dans les scénarios optimistes, et cela pour des raisons mathématiques. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, du moins dans le paradigme actuel de croissance perpétuelle basé sur la compétitivité, il est pratiquement impossible d'inverser ou même simplement de diminuer la tendance actuelle de l'humanité à impacter le climat. Un problème bien connu en écologie est la tragédie des biens communs. Imaginez une ressource commune exploitée par plusieurs personnes simultanément. Dans l'article initial de Garrett Hardin, publié en 1963, cette ressource commune est une prairie exploitée par plusieurs bouviers, chacun possédant un troupeau. Pour être compétitif, chaque bouvier aura intérêt à avoir un troupeau le plus gros possible et donc à acheter de nouvelles vaches au fur et à mesure que les profits s'accumulent. Le problème que vous voyez sans doute venir, c'est que si chaque bouvier augmente sans cesse son cheptel, la ressource va rapidement être surexploitée, ce qui va mener à relativement court terme à la disparition de toute l'herbe de la prairie. Les troupeaux vont donc également disparaître et tous les bouviers font faire faillite. Tout le monde est perdant dans ce scénario. Et dans cet exemple, d'un point de vue purement pratique, ça ne sert à rien à une seule personne de restreindre la taille de son troupeau pour consommer moins d'herbe si personne d'autre ne fait la même chose. La ressource est vouée à disparaître de toute façon, alors autant consommer un maximum pour faire un maximum de bénéfices dans le temps imparti. Et pire, imaginons que tous les autres bouviers décident d'être raisonnables et de limiter la taille de leur troupeau. Et bien dans ce cas, vous avez plutôt intérêt à continuer vous à augmenter la taille de votre troupeau pour faire plus de bénéfices qu'eux et donc les coiffer au poteau. Ce qui va donc entraîner les autres bouviers à également augmenter la taille de leur troupeau et on se retrouve donc dans la situation initiale. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de troupeaux de vaches et de prairies alors comme introduction je vous parlais de climat ? Bien parce qu'en fait dans les deux cas, on est dans une situation de dilemme social. Expression utilisée par Robin Dawes, psychologue américain du XXe siècle dans son article éponyme de 1980. Un dilemme social a deux caractéristiques. Tout d'abord, chaque individu doit recevoir une récompense plus importante en faisant le choix le plus néfaste à l'échelle du groupe. Donc par exemple, augmenter la taille de son troupeau sans cesse dans l'exemple précédent. Mais dans un dilemme social, l'ensemble des individus se retrouve dans une meilleure situation si tout le monde fait le choix qui est bénéfique au niveau du groupe. Par exemple, limiter la taille de son troupeau dans l'exemple précédent. Le changement climatique est un exemple de dilemme social très similaire à la tragédie des biens communs. Les activités humaines génèrent des gaz à effet de serre à l'origine du changement climatique, notamment à cause de la production d'énergie, de la surconsommation, de l'exploitation des ressources, des changements d'utilisation des sols, etc. Tant que les activités humaines restent en dessous d'un certain seuil, la quantité de gaz à effet de serre émise peut être absorbée par le système terrestre et le climat peut se réguler. On consomme le climat de façon durable. C'est le même principe que limiter la taille de son troupeau pour permettre à l'herbe de repousser. Mais si les activités humaines deviennent trop importantes, comme elles le sont actuellement d'ailleurs, la quantité de gaz à effet de serre ne peut pas être absorbée par le système terrestre et les températures augmentent. On consomme alors le climat jusqu'à atteindre la limite viable, ou du moins la limite de température, au-delà de laquelle il est impossible de vivre confortablement. Et on retrouve ces dilemmes sociaux dans plein de situations. Si vous suivez l'excellente chaîne Fouloscopie, Mehdi en parle très bien avec l'exemple d'une foule devant évacuer une pièce par une petite porte. Dans ce cas-là, on observe l'effet « faster is slower ». Plus c'est rapide, plus c'est lent. Imaginons le cas d'un incendie. Si tout le monde essaie d'évacuer la pièce le plus vite possible en même temps, ça va bouchonner et beaucoup de gens vont être attrapés par les flammes. Alors que si tout le monde marche à vitesse normale, l'évacuation s'effectue plus rapidement et on a une bonne chance de sauver tout le monde. Mais si tout le monde décide de sortir lentement, il devient beaucoup plus avantageux pour moi de sortir le plus vite possible pour me mettre à l'abri, ce qui va pousser tout le monde à faire la même chose et donc à recréer ce bouchon. Pour mieux comprendre les dilemmes sociaux et éventuellement essayer de trouver des solutions, on peut simplifier un peu la situation et utiliser des maths.
Et un dilemme social qui s'y prête très bien, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est le dilemme du prisonnier, qui a beaucoup été étudié en théorie des jeux. Dans le dilemme du prisonnier, on a deux individus qui ont été arrêtés par la police et qui ont chacun un choix à faire. Soit ils peuvent coopérer avec l'autre prisonnier, pas avec la police, et se taire, ou bien trahir l'autre individu et le balancer. Si les deux individus se taisent, ils prennent tous les deux 1 an de prison. Si les deux individus se trahissent, ils prennent tous les deux 3 ans. Et si un individu trahit et que l'autre se tait, celui qui trahit ne prend rien, mais celui qui s'est tu prend 5 ans. Dans cette situation, il est toujours avantageux de trahir l'autre individu, puisqu'on échappe à la prison si l'autre se tait au lieu de prendre 1 an, et on ne fait que prendre 3 ans au lieu de 5 si l'autre trahit également. C'est donc la première condition d'un dilemme social. Il est plus avantageux de faire le choix égoïste. Mais si les deux individus suivent le même raisonnement, ils vont tous les deux se trahir, et donc écoper de 3 ans au lieu d'un seul s'ils s'étaient tus. C'est la deuxième condition d'un dilemme social, on se retrouve dans une situation pire en faisant le choix égoïste. Il y a deux aspects du dilemme du prisonnier qui mènent les deux joueurs à prendre la pire décision au niveau global et donc au niveau individuel. Le jeu n'est joué qu'avec un seul autre joueur et n'est joué qu'une seule fois. En 1980, le professeur de sciences politiques à l'Université du Michigan, Robert Axelford, a organisé un tournoi de dilemme du prisonnier entre plusieurs joueurs qui se jouaient sur plusieurs tours entre chaque joueur. Tout d'abord, pour pouvoir compter les points de façon un peu plus intuitive, on va changer les scores pour pouvoir les ajouter. Si les deux individus se taisent, ils gagnent tous les deux 3 points. Si les deux individus se trahissent, ils gagnent tous les deux 1 point. Si un individu trahit et que l'autre se tait, celui qui trahit gagne 5 points et celui qui se tait ne gagne aucun point. Les règles sont alors les suivantes. Le jeu est joué plusieurs fois de suite entre deux joueurs et les joueurs ne savent pas quand est le dernier tour. À chaque tour, les joueurs peuvent changer de stratégie et se mettre à trahir s'ils coopéraient au tour d'avant ou l'inverse. Le score final de chaque joueur à la fin d'une partie entre deux joueurs est la somme des scores de chaque tour. Chaque joueur doit jouer contre tous les autres joueurs. Et enfin, le score final à la fin du tournoi est la somme des scores de chaque partie. Eh bien, le vainqueur de ce tournoi, l'algorithme du mathématicien et psychologue Anatole Rapoport, a utilisé une stratégie très simple mais très ingénieuse, appelée tit for tat en anglais, ou coopération réciprocité. Selon cette stratégie, un joueur commence par coopérer. Ensuite, il imite simplement l'action de l'autre joueur au tour suivant, et ainsi de suite. Si l'autre joueur a également coopéré, on continue à coopérer, mais si on a été trahi, on trahit également au tour suivant. Et si l'autre joueur décide de changer d'action, par exemple de se mettre à trahir après avoir coopéré plusieurs fois, on change également au tour suivant et on se met à trahir. Et inversement. Tit for tat a 3 caractéristiques qui lui ont permis de gagner ce tournoi. Tout d'abord, elle est dite bienveillante, car elle commence par coopérer, et elle donc donne une chance à l'autre joueur. Est-ce une chance à notre amour? Néanmoins, elle sanctionne immédiatement toute trahison, en trahissant également au tour suivant. Enfin, elle pardonne facilement. Si un autre joueur trahissait et se met à coopérer, on oublie le passé et on se met à coopérer également. I forgive you. Imaginons un tournoi entre 8 joueurs, chacun jouant 10 tours contre chaque autre joueur. Parmi ces 8 joueurs, 2 utilisent tit for tat et les 6 autres utilisent une stratégie égoïste qui consiste à se trahir perpétuellement. Les 2 individus utilisant tit for tat vont faire des bénéfices relativement élevés en jouant l'un contre l'autre, puisqu'ils vont toujours coopérer et donc marquer 3 points à chaque tour. Ça fait donc 30 points chacun à la fin des 10 tours lorsqu'ils jouent l'un contre l'autre. Alors que les individus égoïstes se trahiront toujours mutuellement et feront de très faibles bénéfices, uniquement 10 points sur 10 tours. Et lorsque les individus égoïstes jouent contre les individus tit for tat, ils feront 14 et 9 points respectivement, en profitant d'un petit avantage au premier tour. Donc au final, les individus tit for tat auront 80 points chacun, alors que les individus égoïstes ne feront que 78 points, soit une différence de 6 points. Et la différence augmente si on augmente le nombre de tours. On passe à 174 contre 148 points, c'est-à-dire une différence de 28 points pour 20 tours. Et pour 2 joueurs utilisant tit for tat, il faut que le nombre de joueurs égoïstes augmente jusqu'à 12 pour profiter du bonus de 5 points du premier tour et faire jeu égal avec 138 points à la fin des 10 tours.
Super nouvelle! Il semble donc qu'on ait une solution aux dilemmes sociaux. Si on a des interactions répétées avec d'autres individus, il devient plus avantageux de coopérer dès qu'on a suffisamment d'individus qui acceptent de jouer le jeu. Eh bien, c'est exactement ce qu'on observe dans le monde réel pour l'exploitation des ressources naturelles, et notamment pour les pêcheries, comme l'ont montré les travaux de la scientifique et économiste Elinor Ostrom. Ces travaux ont notamment montré qu'on a plus de chances d'exploiter une ressource de façon durable si on suit les points suivants. La ressource et les individus qui l'exploitent sont clairement définis et sont à une échelle relativement petite. Les individus qui exploitent la ressource le font sur le long terme. Ils vont donc interagir de façon répétée au fil des ans les uns avec les autres, comme dans notre tournoi du dilemme du prisonnier. Ils vont suivre certaines règles s'ils pensent que les autres les suivent également. C'est le principe de réciprocité de tit for tat. Si tu coopères, je coopère également. En général, ça s'accompagne d'une surveillance du respect des règles par chacun. Et enfin, ils vont imposer des sanctions collectives à ceux qui ne respectent pas les règles. Comme les joueurs ne jouent pas juste par paire de façon successive, mais tous en même temps, il faut que les joueurs qui coopèrent entre eux puissent quand même sanctionner les traîtres comme le ferait tit for tat. Bon, pour revenir à notre point initial sur le climat, si ça semble être une bonne nouvelle pour l'exploitation des ressources, ça l'est beaucoup moins pour le changement climatique. Ces points deviennent en effet beaucoup plus difficiles à appliquer dans ce contexte. Déjà, l'échelle est globale et les acteurs qui produisent les activités qui y contribuent sont innombrables. Ensuite, il y a une différence d'échelle temporelle entre les gains accumulés à court terme et les effets négatifs sur le climat à long terme, ce qui rend plus difficile de faire le lien entre les deux et de se sentir concerné comme des individus exploitant une ressource sur le long terme. Enfin, les sanctions sont très dures à appliquer et n'ont généralement pas un effet dissuasif. Par exemple, les fameux accords de Paris dont tout le monde se réjouissait n'ont pas du tout été respectés et ça n'a pas vraiment l'air d'inquiéter nos dirigeants. Il semble donc qu'il sera très difficile de résoudre la crise climatique tant que le modèle économique qui régit notre société au niveau mondial suit une logique de compétitivité qui crée un dilemme social à une échelle telle qu'il devient très difficile d'appliquer les points qui permettraient de résoudre un tel dilemme. Il y a quand même quelques mesures qui essaient de changer ça, du moins en apparence, comme par exemple un projet d'impôt sur les très grandes fortunes pour financer la transition écologique et sociale et donc essayer de limiter l'incitation à toujours plus de croissance et d'impact sur le climat. Mais j'ai bien peur que ce soit loin d'être suffisant. Pourtant, on a vu pendant la pandémie de Covid-19 que notre société était capable de changements drastiques dans ses comportements afin de sauver des vies et donc permettre un résultat global positif. Bon, ces changements extrêmes, comme le confinement, étaient nécessaires sur le court terme, mais n'étaient bien sûr pas tenables sur le long terme. Mais malheureusement, ils n'ont pas été accompagnés de changements systémiques à plus grande échelle. Au contraire, la priorité était la reprise de cette croissance perpétuelle qui nous mène droit dans le mur. L'économie française atteindra bien les 2,5% de croissance en 2022. C'était l'objectif que nous nous étions fixés. Et je crois que pour tous les Français, pour tous nos compatriotes, pour toutes les entreprises, c'est une victoire obtenue dans des temps difficiles. La seule solution semble donc d'être de changer notre système de valeurs et de modifier notre définition de la richesse afin qu'il ne soit plus si bénéfique d'exercer des actions qui soient néfastes au climat. Comment y arriver au niveau global ? Ça va être difficile.